Ave Maria, nous allons confier cette émission au Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu es la lumière de toutes les lumières et le jour qui ne finit pas. Que la clarté de ta présence, en chassant la nuit du péché, illumine nos cœurs par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 14 janvier 2013, les députés à l'Assemblée nationale ont délibéré et ont adopté presque à l'unanimité la loi numéro 2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin. Depuis que cette loi a été promulguée, les acteurs s'activent pour faire prendre au gouvernement les décrets d'application. Mais avant cette loi, comment était géré le foncier au Bénin? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour doter le pays d'une loi aussi importante? Cette loi va-t-elle permettre de mettre fin à la gestion approximative du foncier qui s'observait jusque-là au Bénin? Voilà autant de questions qui ont suscité le débat de ce jour sur votre émission Parole aux acteurs, dont le thème est l'adoption du code foncier domanial, quel impact sur les activités du secteur rural. Pour en parler, nous avons invité pour vous le professeur Roch Mongbo. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Roch Mongbo. Mongbo, oui. Professeur Roch Mongbo. Roch Mongbo est agronome et socio-anthropologue, maître de conférences de socio-anthropologie du développement au CAMES, directeur du laboratoire d'analyse des dynamiques sociales et des études du développement, l'ADID. C'est à ce titre qu'il a organisé au cours du mois de juin dernier un atelier de partage sur la gestion foncière au Bénin. Nous y reviendrons tout à l'heure. Auditeurs et auditrices, voilà le décor. Vous connaissez le principe de cette émission. Dans 45 minutes environ, plus précisément à partir de 17h15, l'antenne sera ouverte pour recevoir vos préoccupations. Pour nous joindre, il suffira d'appeler le 95 28 52 52 ou le 97 38 37 37. Merci à vous qui aviez déjà réagi sur Facebook et par email. Vos préoccupations ont été entièrement prises en compte dans la préparation de cette émission. Ne me séduise jamais s'il s'arrête sous des chairs que je sois enlevé. Que ce monde et ses entrains ne me séduisent jamais s'il s'arrête ce déchet que je sois enlevé. Professeur, cela fait bien longtemps que la terre n'appartient plus aux premiers occupants. Avant l'adoption du code foncier domanial, qui est le propriétaire d'une terre cultivée? Le cultivateur ou celui qui détient un titre quelconque de propriété? Merci, cher frère. C'est une question qui paraît simple, mais difficile, à laquelle il est difficile de trouver une réponse précise et simple sur toute l'étendue du territoire béninois. Et le titre
c'est vrai que vous dites titre quelconque de propriété. La matérialité de titre de propriété, surtout pour les terres rurales, n'était pas ou n'est pas encore chose courante au Bénin, puisque nous sommes coutumiers d'un dualisme, ce que nous appelons en matière foncière d'un dualisme juridique. Et pour l'essentiel des terres rurales, sont régis par le coutumier. Et donc les gens qui cultivent les terres rurales, dans beaucoup de situations, détiennent un droit d'exploitation, appartiennent à la communauté qui sont, au titre de la loi, du droit positif, présumés propriétaires, mais qui sont des propriétaires en réalité, une communauté, une collectivité qui est propriétaire. Donc il n'y a pas un individu en tant que tel qui est détenteur d'un titre quelconque de propriété. Il appartient à une famille, à une collectivité qui a des droits de propriété, lesquels droits sont confiés à une personne désignée pour en assurer l'administration. Cette personne désignée, et son statut varie d'une communauté ou variait d'une communauté à une autre selon les régions, mais très souvent il s'agit de l'aîné, du chef de collectivité, sans pour autant être aîné générationnel. Et dans certaines communautés, d'ailleurs, il est constaté que ce n'est même pas l'aîné qui assure la succession. Chez les Lopa et en milieu Beta Maribé, dans la Takora, au nord-ouest du Bénin, par exemple, le tata du père est géré par le cadet. C'est le cadet qui prend la succession du père, les aînés étant invités à aller s'installer ailleurs, à chercher autre endroit pour s'installer. Et donc, même déjà, sans attendre le décès du père, non, le père étant encore en vie, le cadet prend la succession de l'administration, la succession du père pour l'administration du domaine paternel sur lequel est installé le tata. Le tata étant entouré de terres cultivables qui est administré et exploité durant toute l'existence du père. Et donc, selon les localités, détenteur de droits de propriété en tant que tel, c'est difficile à dire, mais ce qui est le plus courant, c'est détenteur d'un droit d'administration, lequel droit n'est pas forcément consigné, mais reconnu par la communauté. Et donc, un individu qui cultive une terre peut être membre de la collectivité qui détient la terre, ou non membre de cette collectivité, et la cultiver à titre de prêt, de location ou autre forme d'IS. Ok, mais là, quel était le mode d'accès à la propriété, en fait, dans le temps? Est-ce que c'était l'appartenance à la communauté, ou bien est-ce qu'on pouvait, disons, négocier avec la communauté pour avoir un quelconque titre? Là aussi, les situations ont varié ou varient dans l'espace et ont varié dans le temps. Et pour la plupart de nos communautés, par le passé, avant la colonisation et des années après la colonisation, et l'obtention de terres, surtout à des fins d'installation ou d'exploitation, se faisait souvent à titre gratuit, on dirait. Et symboliquement, des objets étaient offerts, et de la boisson, de la cola et autre chose, parce que, au regard de la densité démographique d'ailleurs, accueillir des étrangers et les installer participe d'un agrandissement et de la population de chez soi, et donc étaient bien accueillis. Ces choses ont évolué avec la marchandisation des rapports, et on a commencé à assister à des ventes, plutôt, de terres. Et c'est au moment où l'acquisition de terres se fait par vente que la situation commence à se complexifier. Dès lors que je disais tantôt qu'il n'y a pas un détenteur de propriété en tant que tel, qui est-ce qui vend en ce moment? Celui qui a le droit d'administration, en fait, il administre la terre aujourd'hui au profit des générations futures. Il conserve
la terre, le patrimoine de la collectivité, afin que les générations futures puissent en jouir. Il n'a pas le droit d'aliéner cette terre. Alors, donc la décision d'aliénation a toujours été une décision difficile. Et on comprend les velléités ou les malversations ou les situations d'inconfort que vivent les personnes qui ont acquis des terres dans des domaines de collectivité, en particulier dans le sud Bénin. Calavi est devenu célèbre pour cela, où des générations postérieures remettent en cause des concessions faites par leurs aînés et au titre de vente, etc. Donc voilà ce que je peux dire. Oui, pourtant, quand même, il y a eu dans le temps des transactions foncières. Tout à fait. Il y a eu des transactions foncières. Donc, des gens ont pu acquérir des terres. Donc, quels étaient les titres, quels étaient les papiers qu'ils détenaient qui leur conféraient le titre de propriété? Vous connaissez la pratique de la colonisation. La colonisation a reconnu le droit coutumier. Oui. Et à côté de cela, mis en place un droit positif avec un instrument qui a été activé assez tôt. Je ne suis pas en mesure de vous dire maintenant, c'est en 1963 déjà, et je peux me tromper sur cette date, où le titre foncier a été institué comme étant l'instrument de sécurisation ou de constatation définitive d'un droit de propriété d'un individu ou d'une communauté sur une terre. Mais il a été constaté dans les années 90 et 2000 qu'à peine 10% du territoire national était géré sous ce régime du titre foncier. Donc il existait comme instrument de constatation de droit de propriété, mais il a été très peu utilisé. À côté de celui-là, il y a eu des instruments de présomption que les juristes appellent de présomption de propriété, et c'est les divers papiers que les responsables de l'administration territoriale locale pouvaient vous signer. D'abord, la convention entre les parties prenantes, entre celui qui est présumé propriétaire au titre d'héritage ou autre, et l'acquéreur. Cette convention assortie de témoins, de signatures de témoins, peut être avalisée par le responsable administratif local, soit actuellement chef d'arrondissement ou maire, etc. Et ces instruments ont été utilisés comme instruments mais on appelle présomption de propriété. Voilà. Alors, et l'accès à ces titres, était-il libre pour toutes les catégories de la société? Est-ce que tout le monde pouvait avoir accès à la propriété? Je crois que les constitutions béninoises qui se sont succédées ont fait des citoyens, ont donné aux citoyens des droits égaux. Donc, dans les principes, tout Béninois, quel qu'il soit, et à quelque endroit qu'il se trouve, a le droit d'accéder à la propriété foncière selon ces registres-là. Même la femme. Et vous savez, constitutionnellement, surtout depuis la Constitution de 91 et même sous la Révolution déjà, la femme était considérée comme égale à l'homme. La chose a été encore clairement instituée plus récemment. Et dans les principes du droit, la femme aussi a le droit d'accéder à la terre. Le constat est que la chose se réalise plus aisément en milieu urbain qu'en milieu rural aujourd'hui. Et en milieu rural, les femmes lettrées arrivent à faire, dans quelques cas, valoir leur droit d'accès, surtout dans les situations de succession, pour avoir part à l'héritage, mais la chose n'est pas aisée. La chose n'est pas aisée du tout, même pour les femmes intellectuelles. Et le raisonnement que tiennent les communautés et certains détenteurs de droits coutumiers ou de pratiques coutumières et locales serait que bien, le raisonnement rentre dans ce que je disais tantôt, que la terre est un patrimoine de la collectivité que les administrateurs d'aujourd'hui conservent pour les générations futures. La femme, dans
son cycle de vie, nous pratiquons l'exogamie pour l'essentiel, étant censé quitter sa famille paternelle pour rejoindre sa famille maritale, si elle acquérait un bien foncier, serait transmis à sa descendance, laquelle descendance relève non pas de sa famille paternelle, mais de la famille de son conjoint. Et de cette manière, alors, une partie du patrimoine foncier de sa famille paternelle serait transmise comme ça à la famille du conjoint. C'est la logique selon laquelle la plupart de nos communautés qui pratiquent ce patriarcat sont un peu dubitatifs par rapport aux droits, comment dit-on, droits d'association des femmes pour les femmes. Par contre, en milieu urbain, et dès lors que les morcellement sont faits et que le domaine est distribué entre les ayants droit, même si uniquement masculin, un masculin peut négocier sa terre et quiconque vient l'acheter, qu'il soit homme ou femme, en devient propriétaire. Nous sommes en direct de la radio Immaculée Conception d'Alada et le débat en cours est l'adoption du code foncier domanial. Quels impacts sur les activités du secteur rural avec comme invité le professeur Roch Mongbo. Dans quelques minutes, précisément à 17h15, vous pourrez nous appeler au 95 28 52 52 ou au 97 38 37 37 pour intervenir dans le débat et éventuellement poser des questions à notre invité. De joie et ma donc si je le chante, tel en est la raison. De la force dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, tel en est la raison. Professeur, vous avez souhaité revenir sur la question de l'accès à la propriété de la femme. Oui, et je voulais ajouter que ce qui rend la question difficile, c'est la logique privative et de droit privé individuel dans laquelle certains courants d'idées veulent aborder la question de l'accès des femmes à la terre. La richesse des pratiques foncières de chez nous, c'est qu'on distingue le droit de propriété et les multiples droits d'usage. Vous pouvez librement dans des conditions localement négociées et bien comprises, et exploiter la terre autant que vous voulez, avec vos descendants accédant, utilisant cette terre également, donc vous l'exploitez sur des générations, sans nécessairement revendiquer un droit de propriété. Et on a des communautés comme ça qui accueillent des gens sur les domaines qu'ils considèrent comme étant les leurs sur des générations. Et avec parfois quelques problèmes, mais dans beaucoup de situations, sans qu'il y ait beaucoup de heurts, et les communautés Idacha installées en milieu Nago, dans la zone Tchabé, par exemple, et en zone Mahi de Wessé, il y a encore un front, ce que nous appelons dans notre jargon un front pionnier, de terres non encore occupées, encore vacantes à ce moment, et qui sont à la frontière des zones actuellement cultivées par les premiers installés. Alors des communautés font de Djidja ou Adja, du plateau Adja, qui montent vers là-bas, s'installent dans ces zones-là, cultivent sur des générations sans que
des problèmes leur soient posés. Les formes, ce qui leur est concédé comme mode d'installation, c'est cela qui constitue peut-être le problème de la durabilité d'utilisation de ces terres. On les autorise à déboiser, mais on leur interdit de planter. De planter des arbres. De planter des arbres. Ils peuvent planter toutes sortes de cultures, mais dès lors qu'ils plantent des pérennes, ça devient un problème parce que les arbres sont considérés comme des marqueurs de propriété. Alors, des générations après, il suffit de dire c'est mon père qui a planté cet arbre pour être en mesure de revendiquer la propriété d'une terre. Et c'est pour cela qu'on leur autorise le déboisement. Or, le déboisement, techniquement, tue les terres à long terme. Pour maintenir la vigueur, fertilité d'une terre, il faut pouvoir lui mettre des arbres. Alors, si je reviens donc à la femme, dans sa collectivité maritale comme dans sa collectivité familiale de base, si elle est cultivatrice, elle n'aurait pas de difficulté à accéder à de la terre pour cultiver. Personne ne lui dirait rien. Quelle que soit la situation. Dans toutes les localités de notre pays, une femme d'une famille, si elle est cultivatrice, personne ne lui refuserait une portion de terre pour... Mais à partir du moment où, dans notre système moderne de gestion du foncier rural, on parle de propriété, là, ça pose problème. Alors, qu'est-ce que nous voulons exactement? Permettre à la femme de produire de la richesse pour sa survie et celle de sa famille, est-ce que c'est ça qui est l'essentiel? Ou bien s'assurer une portion de terre? Et ceci étant dit, même dans ces milieux où on ne reconnaît pas le droit de propriété de terre à la femme, si la femme demande une portion de terre pour construire une habitation, ça aussi on la lui donne. Que ce soit chez son père ou chez son mari. On ne lui refuse pas ce droit. Et donc, les législateurs et les activistes du genre devraient faire peut-être un peu attention à cette subtilité pour voir qu'est-ce qui est l'essentiel. Une des organisations que j'ai animées jusqu'à récemment, le CBDS, a fait participer avec 4 autres organisations, a fait une campagne de sensibilisation dans le sud du Bénin sur l'accès des femmes rurales à la terre. Et donc, au niveau des villages, la bataille, c'est de négocier un accès aux femmes pour qu'elles puissent produire. La question de leur délivrer un papier de propriété sur la terre, pour nous, elle était accessoire dans cette discussion. Voilà. Ok, nous allons avancer dans ce débat. L'atelier de partage sur la gestion foncière qui s'est déroulé au Champ d'Oiseaux les 4 et 5 juin 2014 avait réuni un nombre important d'acteurs et professionnels du domaine. C'était en prélude à la validation d'une étude. Professeur, pouvez-vous parler-nous un peu de cette étude? Quelles étaient les grandes conclusions? C'est une petite étude qui est faite un peu partout dans les pays, un peu dans le monde, je dirais, où la gouvernance est encore un problème. C'est une étude pour mesurer, pour évaluer l'état de la gouvernance foncière chez nous. Ça veut dire la fonctionnalité des institutions de gestion foncière au Bénin. Et on a regardé différents aspects du problème, par exemple l'accès des femmes à la terre, et la question des plans fonciers ruraux, qui est un instrument de gestion des terres rurales, et la question des achats massifs de terres agricoles, et le domaine public, les terres de l'État, comment est-ce que c'est géré. Et donc ces différents aspects, et il s'agissait tout simplement de voir à quel niveau de fonctionnalité se trouvent les différentes institutions qui s'occupent de ces questions. Est-ce que je peux dire, il a été constaté par tout le monde, et c'était évident que dans notre pays, nous sommes dans une situation d'entre-deux. Les terres rurales avaient été, à partir de 2007, régies par la loi 2007 portant 2007-03 portant foncier rural au Bénin. Et à partir de 2013, il y a eu le code foncier domanial que vous avez évoqué. Mais un instrument fondamental de gestion
ou d'opérationnalisation de ce code qui est l'Agence nationale du domaine et du foncier n'est pas encore effectif, n'est-ce pas? Et donc, apprécier l'état de fonctionnalité des institutions de gestion foncière actuellement était un peu problématique. Mais l'argument que nous avions pour justifier que néanmoins il faille faire cet examen aujourd'hui au Bénin, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays, c'est que même en l'absence de cette institution, l'Agence nationale du domaine et du foncier qui est prévue par la loi, le Code 2013, il y a une pratique ou des pratiques foncières quotidiennes. Bien sûr. Il y a des transactions foncières au quotidien. Oui. Il y a des achats. Il y a donc des structures nationales qui s'occupent de constater ces transactions. Alors c'est cette photographie qu'on a essayé de prendre dans le but. Le but final, c'est de relever des points qui nécessitent amélioration au regard même des dispositions, au-delà même des dispositions de la loi, des points qui méritent d'être améliorés et prendre date avec les acteurs concernés pour voir d'ici 2 ans, est-ce qu'on a pu produire ces améliorations. Donc voilà un peu l'esprit de cette réunion que nous avons. En effet, sur la question de l'accès public et facile aux informations foncières, au cours de cet atelier, les avis étaient divergents. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Et aux informations foncières. Nous sommes dans une situation préoccupante dans notre pays. Si vous allez dans une commune, tout ce qui se passe en termes de foncier dans une commune, vous n'avez pas l'information. Vous n'avez pas l'information. Et l'information également, ça veut dire l'information des faits. Des faits. Vous ne les avez pas. Vous n'avez pas non plus l'information sur les procédures. Oui. Sur les démarches à suivre. Parce que si on vous tend un document de procédure pour aboutir à un papier dans le domaine foncier, il faut encore trouver un courtier ou bien un usager expérimenté pour vous dire dans la pratique comment est-ce qu'on fait ici. Et les sous qu'on quels sous est-ce qu'il faut débourser? Quels sous est-ce qu'il faut débourser? Parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans une procédure éventuelle, ce n'est pas cela que vous allez pratiquer. Et le pire, c'est que nous sommes dans une situation actuelle où les autorités locales sont l'incarnation de l'État au niveau local. Ça veut dire que nous ne sommes pas en situation de représentants de l'État. C'est des élus. Oui. Ils incarnent l'État. Oui. Mais voilà, dans beaucoup de cas, si vous essayez de prendre votre papier de recasement, vous allez devoir payer directement dans les mains d'autorités locales des frais qui ne sont objets d'aucun reçu, d'aucun papier. Et c'est des personnes qui sont censées appliquer les lois de la République. Donc cela vous donne la photographie de l'information foncière au Bénin, l'information sur les faits et les pratiques foncières, l'information sur les procédures. Nous sommes dans une situation de flou total et habillés par un prétexte d'ignorance. Et on va dire que telle loi n'a pas eu tous les décrets d'application. Donc on attend que les décrets d'application soient en place. Ou alors on n'a pas bien reçu les instruments qui accompagnent l'opérationnalisation effective de ces décrets. Ou bien on n'a pas reçu la formation. Donc, se mettant derrière cette prétendue ignorance, on met en place des pratiques qui, malheureusement, se cristallisent et se solidifient. Et par la suite, les enrayer devient quelque chose de très difficile. Et nous allons vivre cela pendant combien de temps encore?
professeur. Et nous espérons que avec Le code étant déjà adopté, est-ce que ça va durer encore longtemps? il y a une révolution que couvre ce code. Voilà. Et si elle arrivait à devenir réalité, à défaut d'améliorer significativement la situation, on connaîtra quand même un changement, ne serait-ce qu'au niveau des acteurs. Ok. Et l'Agence nationale du domaine et du foncier est supposée, si elle devenait réalité, s'occuper de toute l'administration foncière pour le compte des communes. Ce qui veut dire qu'il y aura changement des acteurs qui s'occupent de l'administration foncière. Si ça devenait réalité, parce que vous pouvez bien vous imaginer que les élus locaux ne... Si l'agence n'est pas, disons, ou bien si les acteurs ne sont pas recrutés dans les communes, ou bien si ce n'est pas, si les branches de l'agence ne sont pas des bureaux à côté de la commune. C'est possible, mais vous voyez... Est-ce que l'agence peut être une entité indépendante Elle est censée être indépendante. Ok. Mais le vrai problème, c'est que les communes, le fonctionnement quotidien des communes laisse des vides que les acteurs tentent de combler par ces recettes un peu parallèles. Voilà. C'est ça le vrai problème. Donc, et même si ce n'est pas les individus en tant que tels, donc même si l'agence au niveau local employait des individus issus de l'administration communale, la grande différence, c'est que les recettes sont des recettes au niveau de l'agence. Okay. Or, préalablement, ces recettes dans l'administration communale, locale, servaient à faire tourner les caisses claires et noires des élus locaux. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, et cette situation que nous vivons dans le foncier, on la voit dans plusieurs autres secteurs. Dans plusieurs autres secteurs où la structure publique est en mal de ressources de fonctionnement et se débrouille d'une manière ou d'une autre pour tourner. Et cette débrouille devient une gangrène. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle dans le domaine de la sécurité routière. Exactement. Voilà, donc ces modes de fonctionnement, c'est ça un peu qu'on retrouve au niveau du foncier. Bon, évoluons encore dans le débat. Le PFR, plan foncier rural, et le certificat foncier rural, tout ça existait avant le code. Est-ce que c'est les mêmes pièces qui sont reconduites dans le code, ou bien est-ce qu'il y a d'autres pièces qui vont servir de titre? Le PFR, ça veut dire le plan foncier rural. Oui. Et en termes, en raccourci, c'est un peu le cadastre oui. du village. Du village, oui. Du village. Et un cadastre particulier parce que le cadastre classique constate les propriétés. Le PFR enregistre sur chaque parcelle les ayants droit, mais également les acteurs qui ont des droits d'usage. Ce n'est pas seulement le droit de propriété qui est constaté par le PFR. Okay. Et son instrument, le certificat foncier rural, on devrait, sur une même parcelle, délivrer globalement deux grands types de certificats fonciers rural. Sur une même parcelle. Le certificat de propriété et le certificat de l'exploitant comme locataire ou comme métayer, etc. Le souci était, quand cet instrument a été inventé à la faveur de travaux depuis le début des années 90 jusqu'à la fin des années 90, la loi n'a été votée qu'en 2007. Le souci, c'était relié à ce que je vous ai évoqué tantôt, où les propriétaires autorisaient les exploitants à défricher, mais leur interdisaient de planter. Alors, délivrer ce papier était censé constater que vous, même si vous êtes là, vous plantez des arbres, ce n'est pas votre terre. Vous êtes
un locataire, vous êtes un utilisateur temporaire de la terre. Voici le propriétaire. Donc c'était ça, le PFR et le CFR. Avec le code maintenant, avec le code, le plan foncier est resté. Voilà. Le plan foncier rural est resté. Le CFR quand on lit bien, on ne dit pas que c'est banni, on parle de certificat de propriété rurale maintenant, certificat de propriété rurale. Et donc CPR. CPR, voilà. Qui reprend un des aspects du CFR, n'est-ce pas? Oui. Un des aspects du certificat de foncier rural. Mais ce qui reste à espérer est que dans les décrets d'application, le droit d'usage, le droit d'exploitation, le droit de cueillette, le droit de passage par les agro-transhumants, les pasteurs, par exemple, oui, que ces droits-là ne soient pas compromis par le certificat de propriété rurale. Ça veut dire, j'ai mon certificat de propriété, donc allez, maintenant c'est terminé. Vous ne pouvez plus passer. Voilà. Alors, est-ce que désormais on peut parler d'accès équitable à la ressource terre maintenant, avec ces nouveaux instruments? Je ne sais pas, l'équité, c'est un idéal. Oui. C'est un idéal. En principe, on dira que tout individu remplissant les conditions prévues par les textes, et donc de ce point de vue-là, oui, on dira qu'il y a une certaine équité, pour autant que les institutions qui sont censées assurer l'effectivité de cette équité sont effectivement fonctionnelles. Alors, professeur, je suis propriétaire d'une terre et... Non, je ne suis pas propriétaire, je suis exploitant sur une terre et j'ai mis un dispositif d'irrigation, quelque chose que je peux rentabiliser sur 2, 3, 4 ans, ou bien j'ai mis de la matière organique pour fertiliser ma terre, donc les effets ne peuvent se faire sentir que sur 3, 4 campagnes, mais comme je ne suis pas le vrai propriétaire de la terre, je suis prié de dégager du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut parler de sécurité des investissements sur la terre agricole? Oui, normalement, le principe du code, est déjà dans le plan foncier rural, la loi 2007, c'est justement ces situations que ces lois ont voulu corriger. Qu'est-ce qui fait que un propriétaire vient demander à quelqu'un qui a réalisé des investissements sur la terre, lui demande de dégager? Il peut y avoir deux raisons possibles. Oui. Et la première est la mauvaise foi pure et simple, de vouloir profiter, attendre que l'individu ait fertilisé ou aménagé. Et on dit très bien, comme la terre est prête à bien donner, donc tu peux partir. Tu peux partir, il faut que tu partes. On le constate déjà, et on l'a constaté dans certaines régions, et même à l'absence de ces lois-là. Vous savez, ce n'est pas facile de déboiser un hectare pour y planter de l'igname. Pas du tout, oui. Couper les arbres, ce n'est pas chose facile. Pas facile, oui. Alors vous laissez le migrant, vous lui dites vas-y, et il déboise 2 hectares, il veut cultiver son igname, et vous voulez vous dire en fait, je ne t'ai pas donné 2 hectares, je ne t'ai pas dit de te mettre sur 2 hectares, à la limite un demi-hectare, le reste c'est mon fils qui veut l'exploiter. Une force de mauvaise foi. L'autre, c'est exploiter les effets de l'engrais que le migrant ou l'utilisateur a mis cette campagne. Quand on met de l'engrais sur une culture une année, il en reste des arrière-effets pour l'année suivante. Oui, bien sûr. Par méchanceté, le propriétaire vient et dit, cette année, c'est moi qui récupère ma terre. Je prends. Ces formes de mauvaise foi se produisent même à l'intérieur du couple, on le constate, où la femme s'échine à améliorer la qualité de la terre par différentes techniques, et son mari revient et dit, en fait, maintenant tu vas te déplacer un peu pour aller plus loin. Cette année-ci, c'est moi qui cultive cette terre. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, en dehors de la mauvaise foi, c'est la peur de se voir exproprier, voler sa terre. Puisque les investissements
qui laissent des marques durables sur la terre sont des instruments de démonstration de propriété. Alors donc, le propriétaire peut avoir peur que l'individu lui arrache sa terre et il demande de partir. Et c'est contre cette peur-là que la réforme qui a abouti à la loi 2007 et le code a voulu aller pour sécuriser les uns et les autres. Sécuriser le propriétaire et sécuriser l'investisseur. Le propriétaire ayant, avec ce papier, la tranquillité de son droit sécurisé, concède à l'exploitant sur une durée sur laquelle ils se seront accordés d'exploiter la terre, le propriétaire étant tranquille et sa descendance sachant que même si c'est sur 10 ans, 20 ans, il va céder la terre. Il va récupérer sa terre. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Mais est-ce que le Béninois ordinaire peut rentrer aussi facilement dans cet esprit? Je crois que le principe des lois, c'est de dévancer l'évolution des sociétés. Oui, bien sûr. Et il est à espérer qu'avec le temps et le sérieux des institutions, que cet esprit-là s'installe. Parce que autrement, on ne peut pas réaliser une richesse agricole. Si on continue d'organiser la succession des terres rurales comme la pratique coutumière l'a institué, où à chaque génération, la terre est morcelée. Supposez une collectivité, une famille de 3 aînés agriculteurs avec un domaine de 100 hectares. À la mort de leur père, s'ils partagent ces terres en 3, Oui. ça fait environ 35 hectares par personne. N'est-ce pas? Une génération plus tard, si chacun de ces messieurs a 5 garçons qui restent à la terre, ou même qui ne restent pas à la terre est morcelée systématiquement en 5. De 35, on tombe à 7 hectares. Et la génération suivante, il va rester moins d'1 hectare par personne. Tout simplement parce que on n'envisage pas l'utilisation des terres rurales autrement, la succession autrement. Si sur les 35 de cette première génération, un investisseur négocie 20 hectares et fait une installation qui génère des revenus dont une partie est donnée à la famille sur 50 ans, ça va être utilisé par cette première génération, mais sur les générations successives, ils pourront, et l'individu aura une superficie suffisante pour assurer une exploitation durable. Ok, mais évoluons aussi toujours dans ce débat. La terre peut-elle permettre aujourd'hui à son propriétaire d'accéder au financement? Ça, c'est une autre préoccupation. Oui, ça aussi, c'est le titre foncier au départ était censé un instrument crédible pour l'obtention de prêts au niveau des banques, etc. On a constaté là où le PFR a été réalisé, parce que le PFR, le plan foncier rural, à l'issue duquel on délivre le certificat foncier rural, dans la loi 2007, il est prévu que le certificat foncier rural, tant qu'il n'est pas contesté devant un juge, a la même force que le titre foncier. Est incontestable comme droit de propriété, instrument de propriété. Et à partir de là, est utilisable pour des prêts. Les dernières enquêtes montrent que, peu de gens vont demander même le certificat, le papier. Deuxièmement, dans les rares cas où le papier a été accepté contre un crédit, c'est moins pour le papier en tant que tel que pour la crédibilité de l'individu, son expérience préalable avec l'institution financière. Okay. Et il faut reconnaître que il ne suffit pas. C'est quoi une terre? C'est quoi une terre, même comme instrument de garantie pour une banque, si la politique foncière, la politique agricole, l'économie agricole ne permet pas de la rentabiliser. Oui. Alors, donc, si quelqu'un vous prend un crédit contre la terre, et après vous lui prenez la terre et que vous ne pouvez rien en faire, parce que c'est quelque part, ce n'est pas viabilisé au plan exploitation, etc., l'économie des cultures. Donc, c'est tout cet ensemble qui ne suffit pas d'avoir ce papier pour que les institutions de crédit
vous finance. Est-ce qu'il y a des risques à mettre sa terre en gage pour un crédit? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que cela comporte aussi des risques? Et dans nos enquêtes, Oui. J'appartiens à un département, à la faculté des sciences agronomiques, qui a travaillé depuis le milieu des années 80 jusqu'à fin 90 sur le plateau Adja et dans le Bono. On a fait quelques travaux également dans l'Atlantique ici. On a vu ces diverses formes de faire valoir et on s'est rendu compte que le gage, et pour l'expliquer à vos auditeurs, je remets ma terre à quelqu'un parce que j'ai besoin d'argent et la personne garde la terre jusqu'au moment où je lui retourne son dû. Oui. Très souvent, cette pratique, nous avons dit que c'est la façon de brader, la meilleure façon de bradage de la terre. C'est dans les cas dans lesquels on vend la terre à la valeur le moins cher possible. Oui. Parce que le gage que l'on prend, souvent, ne vaut pas la moitié du prix de la terre si on devait la vendre. Et dans beaucoup de cas, les personnes qui gagent leur terre rarement récupèrent. Rarement. Et les termes du contrat ne sont pas forcément transmis à leurs descendants, si bien que celui qui a eu la terre en gage, finalement, devient propriétaire de la terre. Est-ce que ce n'est pas des pratiques que nous connaissons, des pratiques occultes qui contribuent à cela? Pas vraiment? Non, pas. C'est l'expression d'une pauvreté sans recours. Okay. C'est l'expression d'une pauvreté sans recours. Ok, il est 17h15. Les auditeurs peuvent déjà commencer par nous appeler. Donc, l'antenne est ouverte. Je mets un peu de musique. Il est si grand l'amour que mon Dieu a pour moi. Je vivrai pour l'Éternel, mon Dieu. Je chanterai son nom en tout lieu et je serai à lui pour toujours. Amen. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, car l'amour est au rendez-vous. Nous sommes venus pour célébrer l'amour. Nous sommes venus pour célébrer Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, car l'amour est au rendez-vous. Nous sommes venus pour célébrer l'amour. Nous sommes venus pour célébrer Dieu. Par amour, Dieu a créé ce monde. Allô, auditeur en ligne, bonjour. Oui. Présentez-vous et dites-nous vos préoccupations. Monsieur Mbenoukon Émile Dag Baname. Mbenoukon. Mbenoukon. Ok. Voilà. Allez-y. C'est à propos d'un héritage à Baname. Il y a notre papa, avant son décès, nous a légué des parcelles. Donc ça a été mentionné en trois, parce qu'ils sont trois frères. Et les trois frères là, chacun a au moins 8 à 9 enfants. Mais ce qui appartient à moi, mon vieux, ça n'a pas été mentionné. Nous allons garder ça. Mais on a un cousin qui, un instituteur venu s'installer à Bandamé, on lui a prêté une petite portion pour rester la fête d'éduquer nos enfants. Ça a fini, il a donné de l'alcool à notre cousin pour lui dire de lui signer une convention de vente pour une parcelle de demi-hectare. Il a payé 140 000 francs. Les papiers n'ont pas été légalisés, mais il nous dit que nous pouvons aller jusqu'au tribunal écrit avec les dieux que lui n'a pas libéré la parcelle. Il est enseignant que c'est notre cousin qui lui a livré la parcelle de près de 9 personnes. Comment ça peut se passer? Ok, c'est tout. dont vous avez parlé, le fils de pompier village, les gens sont venus, ils ont fait le léonage, ils ont payé, on a fait tout ce mais lui, on n'a pas été enregistré. Mais quand on le convoque dans les brigades de ceux-là, on ne sait pas comment ça se passe.
et le dossier n'a pas de suite. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui. Donc on peut continuer. Il y a encore un autre? On peut continuer d'abord dans ce débat. Au regard, professeur Mongwa, au regard du contenu du code qui n'est pas forcément à la portée des producteurs, leur niveau de culture étant, bon, disons, assez bas, est-ce que on peut envisager, on peut souhaiter qu'il y ait des assistants juridiques pour accompagner les producteurs dans les différentes transactions foncières? Est-ce qu'on peut souhaiter cela? En principe, oui. Hein. En principe, oui. Et normalement, si je ne me trompe, c'est des dispositions qui devraient être envisagées tout au moins au niveau de certains textes d'application de la loi, puisque c'est une loi et une loi s'énonce en termes juridiques et c'est même pas seulement les paysans, les ruraux qui sont handicapés vis-à-vis de ces choses, même des intellectuels qui ne sont pas du domaine et ne sont pas au courant, ne sont pas à la hauteur. Et donc des conseils juridiques sont indispensables. Le problème, c'est comme c'est un terrain fertile à des malversations aussi, oui. et diverses formes de corruption, et la vigilance des acteurs eux-mêmes est nécessaire. Et en plus, quand même trouver les moyens de popularisation de cette loi-là dans des synthèses vraiment opérationnelles, les parties, les éléments essentiels qui concernent le quotidien de la gestion foncière du privé ou de collectif, et à diffuser dans des langues aussi, langues locales. Tout à fait. Je crois que c'est une matière, le foncier, elle est suffisamment riche pour que, sans attendre, j'ai dit qu'elle est suffisamment génératrice de revenus pour que les autorités qui auraient la charge de son administration trouvent les ressources pour faire cette campagne d'information de l'âge public sur la chose. À nos auditeurs, nous disons que l'antenne est bien ouverte. Ils peuvent toujours nous appeler au 95 28 52 52 ou 97 38 37 37. Nous continuons toujours dans ce débat. Professeur Mongo, l'achat massif des terres agricoles au Bénin, quel est l'état des lieux? Il y a eu un ouvrage de la SNV qui en a parlé largement, qui a reporté les craintes, par exemple, pratiquement de la PENOPA. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui? L'achat massif des terres, c'est, comme je vous disais tantôt, ça relève également, si on veut en parler, de l'information sur les questions foncières. Et tout de suite, on se retrouve dans la situation où cette information n'est pas toujours disponible. Et ce n'est pas toujours par mauvaise foi. Vous voyez, il y a beaucoup de transactions qui se font entre individus, lesquelles ne sont pas portées même au niveau le plus élémentaire de l'administration territoriale. Je veux dire, même au niveau du chef du village. Il y a des passages de main, des terres qui passent de main de grandes propriétés, puisque la terre est considérée comme un bien privé. Alors un individu qui en fait la vente à quelqu'un d'autre refuse d'aller faire constater cette vente au niveau de l'administration locale. Et là, on vous dira qu'on n'est pas au courant. La PENOPA, la SNV a fait, mais Synergie Paysanne en a fait. Nous aussi, nous avons fait quelques décomptes. Et le dernier rapport que nous avons fait sur la chose, on a distingué deux grandes générations d'achats massifs. Il y a la génération d'avant 2008, et pour vous dire que c'est un phénomène très ancien. On a enregistré des cas d'achat, d'acquisition massive de terres de 1000 hectares ou de plus avant les années 50-60. Et il y a eu un nouveau boom après la crise financière et alimentaire de 2008. Alors, cette
vagues récentes, on a dénombré, donc sous réserve des cas qui ne sont pas reportés à l'administration, on a dénombré en 2012 69 cas répartis sur toute l'étendue du territoire national pour une superficie totale de 82 800 hectares. Oui. Oui, 82 800 hectares. Et c'est le quart de ces acquisitions qui est réalisé par des non-béninois. Le quart. Le quart, 23% exactement. Et donc l'essentiel est le fait de béninois, Okay. en individuel ou en entreprise ou en association et confessionnelle. Un aussi. acteur clé dans ces transactions, c'est la commune. Quel est le rôle des conseils communaux dans ce type de transactions? Et comme je venais de vous le dire, on ne peut même pas dire que la commune est un acteur clé. La commune, comme autorité morale, n'est pas forcément un acteur clé. Ce qui ne veut pas dire que des responsables communaux, dans leur statut individuel, ne jouent pas des rôles. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de transactions. Mais pour formaliser une transaction... Mais les gens décident de ne pas formaliser. Ah, ok. Il y a beaucoup de cas où les gens ne formalisent pas. Ok. Et c'est au moment où on veut formaliser que la commune devient un acteur majeur. Avec le code, et même déjà avant le code, et avec la loi 2007 portant foncier rural, la commune est aussi à un statut majeur parce qu'elle est censée réglementer les transactions foncières à l'échelle de la commune, et on indiquait que toute acquisition de terre de plus de 2 hectares devrait avoir au préalable un plan de mise en valeur de cette terre. Donc si la commune devrait effectivement jouer son rôle et qu'on lui amène un papier de formalisation de transaction pour une superficie supérieure de 100 hectares, devrait voir annexer à cela tous les éléments de mise en valeur. Éléments de mise en valeur, pas seulement un petit papier, mais un plan d'investissement avec des éléments crédibles que ces investissements vont démarrer dans les échéances prévues. Et voilà. Peut-on parler d'entreprises agricoles sans les grandes propriétés? Oui, bien sûr. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce qu'il reste à savoir ce qu'on appelle grande propriété. Vous voyez, les acquisitions qu'on a ici, les superficies, il y en a jusqu'à 20 000 hectares. 20 000 hectares d'achat. Oui, 20 000 hectares. Et 1300, 300, 150. Et souvent, 10 000, 500. Quand ça a cette envergure, on voit que c'est valorisé à peine à 20%, si c'est jamais valorisé. Et donc des entreprises agricoles, on n'a pas nécessairement besoin de milliers d'hectares pour fonder une entreprise agricole viable. Non. Et selon la spéculation qui est faite, si c'est un élevage, c'est encore moins. Et c'est vrai que si vous avez du bétail, de gros bétail, là, vous avez besoin de larges superficies pour organiser le pâturage, etc. Mais pour la plupart de nos cultures, souvent, ces acquisitions, dans beaucoup de cas, s'inscrivent. Nous avons un appel. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Présentez-vous et dites-nous vos préoccupations. Ma préoccupation... Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. C'est Bernard, depuis Porte-Nouveau. Bernard, ok. Allez-y. C'est mon père qui, en 2000, avait prêté une somme de 300 000 dans une structure de la place. Maintenant, c'est avec un permis d'habiter qu'il a... Il a mis en gage. Oui, qu'il a mis en gage. Maintenant, il n'a pas pu rembourser jusqu'aujourd'hui. C'était l'année passée qu'on lui faisait comprendre qu'il peut commencer par solder un peu dans son... Et ce qui est à l'eau retraité à la fin du mois. Là. Sa pension. Oui. Donc,
est-ce que je me demande si ceux-là, est-ce qu'ils vont pas peut-être revenir en force, soit ils vont pouvoir l'arracher ou bien est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose de flou là? Quelle est la superficie? Quelle est la superficie de la terre mise en gage? Bon, ça, c'est au moins 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Et c'est dans Cotonou. Dans Cotonou, ok. D'accord. C'est toutes vos préoccupations? Oui. Ok, d'accord. Le professeur va y répondre tout à l'heure. Merci. Alors, on parlait de choses, d'entreprises agricoles. Vous évoquez les grandes superficies. Oui. Et on a aussi on est souvent porté à penser que pour créer la richesse agricole, on a besoin d'entreprises au sens moderne du terme, avec des machines et bien évidemment, il faut une certaine mécanisation agricole. Et s'il n'y a pas une mécanisation agricole, c'est l'une des raisons d'ailleurs qui décourage les jeunes par rapport à la terre, n'est-ce pas? Si on a une mécanisation et des exploitations que l'on appelle exploitation agricole familiale, dans la façon dont elles gèrent l'espace agricole, sont plus durables et même économiquement plus efficaces et socialement également que ce qu'on appelle entreprise au sens moderne du terme. Est-ce que à côté de l'acquisition des terres, acquisition massive, ou bien disons des entreprises agricoles qui ont besoin de terres plus ou moins grands, est-ce que l'agriculture familiale est menacée? Dans certains cas, c'est un ensemble de choses qui menacent l'agriculture familiale, dont les acquisitions de terres, les acquisitions massives de terres. Dans l'organisation de la succession et l'économie agricole, ça veut dire le peu parfois de valorisation effective que les agriculteurs peuvent faire de leurs produits et l'absence d'autres sources pour répondre à des besoins de liquidité à des moments donnés. Cet ensemble fragilise l'agriculteur et le rend ouvert pour la cession d'une partie de ses terres, n'est-ce pas? Et c'est par la cession d'une partie de ses terres que l'agriculteur permet l'installation de ces entreprises agricoles, ces achats massifs, lesquels achats massifs, si ça marche un peu, pompent dans l'effectif de l'exploitation familiale comme des ouvriers agricoles occasionnels. N'est-ce pas? Donc c'est cet ensemble-là qui menace l'agriculture familiale. Alors que, quand on regarde les besoins d'investissement, en investissement pour les entreprises, et tous ceux qui se mettent dans cela, s'il n'y a pas une concentration, ça veut dire une présence, un sérieux et un suivi, l'échec est très rapide pour les entreprises agricoles. L'échec est rapide. Et vu la structure de nos marchés agricoles, ces entreprises sont moins résilientes que les exploitations agricoles familiales. Ça veut dire moins résilientes pour dire que, au moindre coup, elles sont un peu comme le chêne. Oui. Je vais faire la comparaison entre le chêne et le roseau. Oui. Ces entreprises agricoles sont comme le chêne et les exploitations agricoles familiales sont comme les roseaux. Okay. Ils sont plus résilientes. Ils peuvent supporter des velléités, des avaries, aussi bien du climat, du marché. Le coton marche cette année, sous l'année prochaine. L'acajou marche entre cette année. L'année prochaine, ça tombe. Une entreprise agricole qui fait de lourds investissements et a un crédit à solder au niveau d'une banque et échoue dans une campagne agricole pour une raison ou une autre, il va disparaître. Mais nous allons marquer une pause pour faire le point des questions.
Adodeko wekuti no dewe. Asuwe we makado egbe o. Asiye we makado egbe o. Obiye we makado egbe o. Walakwe we makado egbe o. Abili Jesu wati ni no dewe. Adodeko wekuti ni no dewe. Yena bolo kaka bolu na chikonu ye. Apili Jesu wachi ni no dewe. Adodeko wekuti ni no dewe. Asuwe we makado egbe o. Asiye we makado egbe o. Apili Jesu wachi ni no dewe. Adodeko wekuti ni no dewe. Asuwe we makado egbe o. Amis auditeurs, nous allons poursuivre ce débat. Je crois que la moisson a été bonne. Nous avons eu 2 auditeurs qui ont posé des questions. Le premier, c'est M. Hungba. Hongbe Émile. Donc, il a parlé d'une transaction frauduleuse. Monsieur Mongba, vous savez, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur-là? C'est difficile à répondre à une question comme ça à distance. Et il est descendant d'une famille où il a 2 autres oncles, oui, n'est-ce pas? Et ses 3 frères qui ont droit sur le domaine, et sur le domaine qui revient à son papa à lui. Et on parle d'un milieu où il n'y a plus autant de terres que ce lac Banamé, c'est dans Zanyarando. Oui. Et donc il y a déjà une concentration démographique élevée là. Donc quand on parle de 0,5 hectares dans ce milieu, c'est beaucoup de terres, c'est important déjà, oui, n'est-ce pas? Et apparemment, cette terre appartiendrait au papa de monsieur Rondécon, Émile, mais des descendants des frères à ce papa ont cédé cette terre. Dans les pratiques traditionnelles, c'est une cession qui aurait pu se faire sans aliénation. Un instituteur de passage qui est dans le milieu, un instituteur pour un certain temps peut exploiter la terre et partir. Maintenant, ils ont assorti ceci d'une aliénation. Et tel que le dit M. Émile, c'est une aliénation irrégulière. Oui. Il faut rentrer maintenant dans le fond des discussions pour voir quels accords les 3 frères ont eu les uns avec les autres et voir si effectivement il n'y a pas, parce que on ne sait pas. Il faut aller creuser dans le passé de cette famille. Est-ce que c'est une malversation à l'échelle de ce cousin-là seul, ou bien cela remonte déjà un peu plus haut, à la génération précédente, entre les 3 frères? Quelle situation est-ce qu'il y a eu entre les 3 frères? Parce que nous sommes déjà dans la période post-coloniale dépassée, avec, et on peut entendre parler de prêts entre frères,
qui se transforme en situation diverse de gages, etc. Bref, il y a quelque chose à creuser là et il faut être à proximité pour rentrer dans cette discussion. Il est seulement dommage que... Il a parlé de 140 000 francs. 140 000 francs. Perçus, et puis d'une convention qui peut-être n'est pas révocable, je ne sais pas. Non, la convention est certainement révocable. Ouais. Non, une convention... La convention... C'est une pièce fragile. C'est une pièce fragile. Non, la convention n'a pas de force pour... parce que notre droit est basé sur la contradiction. Oui. Si la contradiction est organisée et qu'il se constate que dans la génération du cousin, comme dans la génération de leurs oncles, de leurs pères, rien n'autorise le cousin à vendre, là, la terre va retourner à son vrai propriétaire. Mais il faut faire attention à voir ces deux niveaux. Dans la génération de M. Émile, avec son cousin, et la génération de leur père, quels sont les termes de négociation qu'éventuellement il y aurait eu entre les trois frères et qui auraient laissé, sur lesquels se baserait ce cousin pour opérer cet acte. Je crois que l'auditeur est à l'écoute, il a dû comprendre. Et ce qui serait regrettable là est que les organes qui ont charge d'entendre de ces cas-là, qui ne réagissent pas. Il est souhaitable que ces institutions prennent la question et la traitent. Depuis le chef de village jusque... Il y a un tribunal de conciliation probablement dans la localité et qui devrait s'occuper de la chose. Oui. Il ne faudrait pas attendre que des actes de violence se produisent avant de commencer à... Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et pour le second auditeur, c'est Bernard de Porto Novo, il a dit que son papa aurait mis en gage une terre contre un prêt de 300 000 francs, une terre à Cotonou, je crois, 500 mètres carrés. Alors, il redoute que ceux à qui le papa a pris cet argent ne reviennent sur, disons, ce gage pour, disons, ici, leur faire des problèmes. Ici, il me semble qu'il parle d'institutions financières. D'une institution financière. Financière. D'accord. Ce n'est pas un individu oui. qui aurait obtenu la terre en remettant 300 000 en gage. Ce qui, si c'est Cotonou, si c'était un individu, à la limite, ce serait encore plus simple. Okay. Je vais m'expliquer. Si c'est une institution financière, 300 000 francs, c'est certainement, ou très très probablement, assorti d'un taux d'intérêt. Là, ça pose problème. Et je n'ai pas connaissance que des accords de crédit fixent dans le temps la durée que devrait courir l'intérêt. Ça veut dire que si on prend un crédit en 2010 et qu'on est censé solder en 2012, qu'on n'a pas sorti en 2012 et qu'on est en 2014, le capital continue de générer les intérêts jusqu'en 2014. Probablement, on ne dira pas qu'à l'échéance prévue de 2012, le capital cessera de générer des intérêts. Et donc, si on parle de 300 000 pris en crédit, ce n'est probablement plus 300 000 qu'il faudra rembourser. Alors que si c'était du gage pris auprès d'un individu, on continuerait à dire que c'est 300 000, ce n'est pas un franc en plus à rembourser. Donc c'est pour ça que je dis qu'avec une institution financière, la chose paraît plus compliquée. Mais nous sommes dans Cotonou. C'est vrai que Cotonou est grand. Et Kadjaoum, c'est Cotonou. Et Weiho, derrière l'église, c'est aussi Cotonou. Dans les bas-fonds là-bas, c'est aussi Cotonou. Si la terre se trouve dans une position de valeur appréciable, et ça ne devrait pas être inquiétant, poser problème pour cette situation. Il me semble que le plus tôt, quand même, serait de payer. Serait de régler d'une façon ou d'une autre. Et une terre avec une personne, il y a toujours plusieurs ayants droit.
Mais si la terre se trouve dans un lieu de bonne valeur, certainement, mais il ne serait pas seul. Il ne serait pas seul, certainement. Et c'est quand on n'est pas seul que la décision peut être difficile à prendre. Oui. Si on n'est pas seul et qu'on est dans une famille polygame, c'est encore souvent plus difficile à prendre. Alors, par contre, il faut pouvoir vite se décider ou régler la question. Et les règlements de litige foncier qu'on voit un peu partout, très souvent on dit, les villageois disent, s'il est difficile de partager la terre, il est quand même facile de partager l'argent. Oui. Nous n'avons plus que 15 minutes, donc nous allons évoluer dans ce débat, professeur Ongbo. Lors de l'atelier des 4 et 5 juin 2014, disons, le rôle joué par les agences immobilières a été fortement stigmatisé. Environ un mois plus tard, comme par hasard, une question orale adressée par les députés au gouvernement est revenue sur ce sujet et il était question de revoir complètement le rôle des agences immobilières dans les transactions foncières au Bénin. Quel est l'avis de la DID sur cette question? On ne peut pas se permettre d'avoir d'avis. Nous, on est en position de chercheurs et on constate les stratégies des différentes catégories d'acteurs. Et les spéculations ou le coût des diverses opérations à faire sur les terres, ce coût est déjà tellement élevé que quand viennent des agences ou pour... ce sont des intermédiaires. Tout à fait. Et des intermédiaires parfois bien organisés et qui ont la force de faire le lobby. Un auditeur? Ok, on peut... Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, mais bonsoir, monsieur. Oui, c'est de justesse, nous sommes en train de finir. Ok, d'accord, bon, c'est Tonoucoin qui est donné ici. Tonoucoin. Je vais demander... Oui, Tonoucoin, oui. Oui. Je vais demander au professeur... oui. C'est en cas d'acquisition pour acheter un terrain agricole, et vers quelle structure il faut aller, et quels sont les papiers qu'il faut mettre au point. Je dis, faut-il aller jusqu'au titre foncier, un terrain agricole, quoi. Oui. On a compris. On a compris. Okay, donc, il a dit qu'un terrain agricole, dans l'acquisition d'une terre agricole, est-ce qu'il faut aller jusqu'au titre foncier? Et je crois, bien sûr, il faut essayer d'avoir le titre foncier qui consacre la propriété effective. Le titre foncier vous protège, certes, mais la valeur du titre foncier, c'est qu'il confirme le droit de l'individu qui vous a vendu la terre de la vendre effectivement. Parce que dans le processus, à un moment, comme je disais tout à l'heure, c'est un droit de contradictoire. On vient dans le milieu et de manière très officielle, on s'assure que effectivement cette terre est avec tous les limitrophes qui arrivent pour constater, pour qu'il y ait. Et donc non seulement le propriétaire, celui qui acquiert la terre est sécurisé par l'instrument, mais il s'assure dans le processus que celui qui le lui a cédé est effectivement en droit de céder la terre. Ok, nous étions en train de parler des agences immobilières dans les transactions foncières. Oui, et moi j'étendais au-delà des agences, toutes les institutions, les corps de métier qui s'installent dans le parcours et la filière foncière. Et ces gens sont très organisés. Et si je prends un corps comme les géomètres experts, les notaires, et maintenant les bureaux, les agences ordinaires, etc., tous ceux-là sont... Aller un peu plus vite. Tous ceux-là sont des corps de métier qui se greffent sur la filière foncière et il est nécessaire que la législation regarde de près leurs actes et quelle est la valeur ajoutée qu'ils apportent et quel est le prix équitable de cette valeur ajoutée. Est-ce que vous voyez? Et je disais tantôt que ces corps de métier sont souvent très organisés et ont une capacité de lobby
très élevé. À tel point que, c'est quoi une loi? Une loi, c'est la concrétisation d'un débat et de points de vue lors du débat. Oui. Et si vous n'êtes pas présent au moment où le débat se mène, votre point de vue n'est pas consigné et ne passe pas. Ceux qui sont les plus capables d'être présents à toutes les étapes du débat qui concourent au vote de la loi, c'est les gens qui sont dans cette organisation. Le citoyen ordinaire, le paysan ordinaire, même quand il est organisé en association, ils n'ont pas la capacité d'être présents à tous les moments, si bien que très souvent, quand vous lisez les lois, et vous regardez très bien les différentes parties prenantes et ceux qui ont des intérêts dedans, ceux qui gagnent souvent, c'est ceux qui sont dans les intermédiations. Parlons de la transhumance maintenant, qui est un fléau de notre temps. L'ADID a déjà conduit des travaux sur cette question. Comment se présente le problème que pose la transhumance et quelle est son ampleur? Et c'est dommage que nous n'ayons que 10 minutes à peine pour parler de la transhumance. Et vous voyez, vous l'évoquez comme étant un fléau, mais c'est pas aussi simple. C'est vrai. C'est pas aussi simple que cela. D'abord, nous appartenons à un espace régional, la CEDEAO, qui a statué sur la libre circulation des personnes et des biens. Et en matière de transhumance en particulier, il y a eu des textes depuis très longtemps, depuis 1900, le plus ancien que j'ai identifié, que nous avons identifié dans les études que nous avons faites récemment, date de 1987. Et le plus récent de 2004, donc régulièrement, des décisions, règlements, accords et déclarations sous-régionales ont été faites sur la transhumance, n'est-ce pas? Et c'est vrai que derrière la transhumance, pour des raisons qu'il faut analyser à fond, des accidents et des drames se produisent qui sont déconcertants. Absolument, oui. N'est-ce pas? Mais c'est un phénomène qui traduit la complémentarité ancienne entre agriculture et élevage, et le besoin de déplacement ou de pâturage du bétail est tel qu'il est inenvisageable pour le bien de nous tous que les gens, les éleveurs, aient un seul endroit où rester. Ils auraient immobilisé une trop vaste étendue de terre. Est-ce que vous voyez? Doit-on parler, d'aucuns parlent de couloirs, de création de couloirs de passage. Est-ce que c'est opérationnel vraiment, ces couloirs? Il y a beaucoup de localités qui ont statué. Gogounou, Banikwara, Djougou, Basila, Materi, par exemple, et Tukuntuna, ont installé, matérialisé à des moments donnés, des couloirs de passage. Mais l'accroissement des superficies cultivées et les changements climatiques dernièrement qui font que les agriculteurs descendent dans les vallées, etc. Et ont fait que les couloirs ne sont pas respectés. Et dans certains cas, quand on fait passer le plan foncier rural dans un village, les espaces qui étaient concédés comme couloirs de passage sont récupérés par leurs propriétaires et clôturés, etc. Or, quand les troupeaux passent sur des endroits qui étaient délimités comme couloirs de passage et retrouvent des cultures sur les chemins, voilà. Et c'est comme ça que la transhumance, une des formes sous lesquelles la transhumance devient... Ce qui complexifie encore la chose, c'est la décentralisation où chaque commune organise son territoire. Alors, deux communes contiguës, si les couloirs, même s'ils dessinent des couloirs sur leur territoire et que les couloirs ne sont pas continus d'une commune à l'autre, vous comprenez que ça peut créer des problèmes. On est obligé d'arrêter. Auditeurs et auditrices, nous sommes au terme de cette émission. Toutes nos excuses pour l'absence de résumé en fond. En votre nom, je remercie très sincèrement le professeur Roch Mongbo et toute son équipe du LADID. Sincère merci à vous tous qui êtes intervenus en direct sur Facebook. Prenez déjà le rendez-vous du mois de septembre, samedi 27 septembre plus précisément, pour un autre thème,
un autre invité, la même heure et la même fréquence. Ave Maria. Pipa je kawelo, Jesu no mi